Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S509 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 10 novembre 2022. La Story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Il manque un peu de soleil, il manque 2 degrés de plus. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de pluie. Bonjour Christophe, on est là pour parler de ton dernier livre, Eau forte, aux éditions Emeria. Quelle place prend ce livre dans ton œuvre et notamment dans ta bibliographie? Je voulais refaire un livre parce que moi j'aime beaucoup les livres photos, j'adore regarder de la photo dans les livres, parce que c'est intime, on prend son temps, c'est chez soi. Moi j'aime beaucoup la relation avec le livre. Et je voulais, après Neige, qui était un format à la française avec des images pas toujours très grandes, qui est un livre très épais, mais dont je suis pas complètement fan de la maquette. Je voulais revenir à quelque chose d'un peu plus panoramique comme Signor. Mais par contre, pour pas faire un Signor numéro 2, c'était notre grande crainte. Je voulais qu'on soit sur quelque chose de plus coloré, un peu plus orienté pluie, peut-être un peu plus sombre aussi que Signor. Voilà, donc c'était un petit peu l'idée qui a piloté ce projet. Par contre, le format, lui, ressemble à Snior, dans le sens où il s'agit d'un grand format, 40 par 32. C'est exactement le même format que Signor. Les gens vont peut-être se dire en le voyant, comment je vais faire, comment est-ce qu'il va trouver de la place dans la bibliothèque? Pourquoi tiens-tu absolument à avoir un grand format comme ça? Moi, j'aime qu'on rentre dans une image. Comme quand on va au cinéma, on rentre dans l'écran, on rentre dans les films, on est immergé, quoi. Je voulais la même chose avec un livre. Moi, mes images ont besoin d'être relativement grandes, qu'on rentre un petit peu dans le détail. C'est pictural, mon travail, donc une image de 10 centimètres, ça me va pas, quoi. Comment tu en es venu à te passionner pour le mauvais temps, on peut dire? D'où te vient cette fascination qui va un petit peu à contre-courant de ce que recherchent la plupart des gens? C'est vraiment né d'un hasard, parce que je voulais, donc il y a 12 ou 13 ans, après avoir arrêté le cinéma, je voulais faire du photojournalisme et je savais pas par quel bout prendre l'histoire, donc j'avais trouvé une formation qui était plutôt intéressante. Mais à l'issue de cette formation, je me suis rendu compte que le photojournalisme tel qu'aujourd'hui la profession s'organise, sans compter qu'elle est sinistrée, m'intéressait pas. Sauf à faire de la guerre, mais je me voyais pas à 45 ans partir sur... c'était pas mon truc, quoi. Je les admire d'ailleurs, ces photographes. Et donc le hasard, il y a une commande qui est tombée, c'était alimentaire. C'était pour un guide touristique interactif. Et il y avait donc 600 points sur Paris à photographier. Et on était 6 photographes à faire ça, 100 photos chacun. Ce printemps-là, il faisait un temps effroyable, un vrai temps pourri, un vrai printemps pourri. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue l'idée. C'est un contre-pied, parce que quelque part, j'avais une obligation dans les photos qu'il y ait du soleil. L'éditeur m'a dit, il faut qu'il y ait une ambiance ensoleillée, sinon je ne prends pas. Ok. Et donc, c'est né de ce contre-pied, en fait. J'ai dit, mais Paris sous la pluie, ça doit être... Mince, l'idée me plaisait. Je me dis, il y a un univers visuel à découvrir ou à exploiter de ça. Et c'est comme ça a commencé comme ça, en fait. Voilà. Il y a tout un univers très pictural, très esthétique dans ton travail. Est-ce qu'il y a malgré tout un message? Parce on voit un petit peu aussi l'évolution dans les préfaces de tes ouvrages quand même au fil du temps. Tu cherches aussi à faire passer un message à travers tout ce qu'on vit au niveau de l'évolution du climat, ou est-ce que tu restes dans une démarche plutôt esthétisante et picturaliste? Ma démarche reste esthétisante et picturaliste, mais effectivement, j'ai un peu l'impression de faire de l'archéologie en avance, quoi, du climat, parce que je me rends compte à quel point c'est en train d'évoluer. Moi, ça m'inquiète énormément. En plus, on ne fait strictement rien pour faire avancer les choses. Moi, j'aimerais bien prendre plus le train et je peux pas, puisqu'il n'y en a pas, là où j'habite. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans le climat, c'est ce qui nous constitue tous, ce qui fait nos souvenirs d'enfance, de routes pluvieuses, de vacances pluvieuses, de neige, de tout ce que vous voulez. Il y aura toujours de la pluie, il y aura toujours de la neige, il y aura toujours des tempêtes. Mais effectivement, il y a un réchauffement climatique qui m'inquiète. Mais c'est pas mon sujet en tant que tel, le réchauffement. D'abord, c'est dur à illustrer visuellement, mais c'est connexe, quoi. Comment est-ce que tu procèdes pour faire des repérages? Et est-ce qu'on peut faire du repérage par beau temps pour après prendre des photos d'un lieu par mauvais temps? J'ai 2 types de repérages. J'ai des repérages sur Instagram. Je suis abonné à plein de comptes à la noix, mais qui me permettent de trouver des lieux. Par exemple, je suis abonné à des comptes de châteaux. Voilà, donc il y a plein de photos de châteaux qui me permettent de trouver des châteaux que je connais pas, mais des châteaux qui m'inspirent. Puis après,
Il y a des châteaux plus visités que d'autres, donc il y a toujours plein de postes, et puis les gens se photographient devant le château, mais ça me permet de voir les angles possibles. Et si j'y vais, quels sont les angles possibles, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est une première partie. Après, il y a le choix du pays, bien sûr. Voilà. Et une fois que je suis sur place, donc bien sûr, il y a encore une phase repérage. Et ce que j'adore, mais c'est pas toujours possible, c'est de dormir dans mon décor. Ça, c'est le rêve. C'était le cas aux îles Féroé, dans un petit village à l'extrême nord qui est un de mes endroits préférés sur Terre. Il y a 3 ans, j'avais pas pu dormir parce qu'il n'y avait rien de possible. L'unique hôtel était fermé. Puis là, j'ai trouvé une maison à louer dans le village même et ça m'a sauvé des images, quoi. Et la photo du mouton la nuit, par exemple, elle est faite grâce à ça. Parce que, en fait, il devait être vers 22 heures, j'étais chez moi en train de manger dans ma maison. Puis je surveillais toujours par la fenêtre ce qui se passe. Puis j'ai vu qu'il se remettait à neiger très fort. Et puis là, je vois des moutons au pied de la maison. Donc là, je me précipite. J'étais un peu fatigué, mais je lui dis merde, non, vas-y. Donc je me précipite dehors. Et c'est là, en prenant la rue juste à gauche, que je vois ce mouton qui vient vers moi et clac, quoi. Est-ce que tu peux nous éclaircir d'un point de vue technique sur la manière dont tu prends les images en fait? Quel matériel tu utilises ou comment tu procèdes par exemple pour faire des images de pluie? Il y a mes images de pluie, enfin à travers les pare-brises. Donc ça, c'est une technique précise. Enfin, technique. C'est une technique, oui, à travers mon pare-brise, qui est pas simple parce que il y a un problème de profondeur de champ, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai à la fois. Puis en plus, il y a plusieurs façons dont c'est compliqué. Il y a plusieurs effets de pluie sur la vitre. On voit les gouttes, ou on voit les dégoulinades. Puis quand il pleut très fort, ça devient plus une espèce de déformation. La couverture de forte, c'est plus un effet de déformé parce qu'il pleuvait très fort. Voilà. Après, il y a plein de problèmes techniques, parce qu'il y a un problème de profondeur de champ. Il faut qu'il y ait une osmose qui fonctionne entre le fond de mon image, enfin mon décor et mon avant-plan de pluie. Et c'est loin d'être toujours le cas. Enfin, c'est pas simple. Il faut que ça fonctionne parce que c'est un peu une sorte de subjectif aussi. Parce que j'ai fait des essais avec, je prends un plexi, puis je mets ça devant n'importe quoi. Mais si on perd le côté subjectif, je suis pas sûr que ça marche. Ça devient un effet qu'on plaque, quoi. Voilà. Après, sinon, je suis passé au numérique assez rapidement parce que la commande du guide touristique, donc le fameux guide sous la pluie, Paris au soleil, là, ça devait être un numérique. Donc, du coup, je suis resté en numérique parce que à cette époque sortait le Canon 5D, qui était le premier boîtier full frame, et ça commençait à ressembler à quelque chose d'intéressant. On retrouvait du modelé, le grain n'était pas désagréable. Donc, du coup, voilà. Merci beaucoup Christophe. Ben, merci à toi. Alors, tu me l'as montré, hein, ce livre, Benjamin, quand il est arrivé au studio. C'était vraiment des images magnifiques. Il y a une expo aussi? Il y a plusieurs expos en ce moment. Il y en a une à Paris à la galerie Blin plus Blin qu'on avait accueillie Ouais, d'ailleurs, hein, bien sûr. à nos micros, voilà, qui est une superbe galerie donc jusqu'au 26 novembre. Il y en a une autre qui aura lieu à Genève jusqu'au 20 novembre et puis à Stockholm, donc délocalisée un petit peu plus au nord, mais dans les contrées qu'affectionne particulièrement Christophe en avril prochain. Et oui, ce livre est très beau. Bon, quand on est amateur de livres, ce qui est mon cas, on se heurte souvent à un gros problème, et en particulier avec ce genre de livre grand format à l'italienne, c'est qu'il faut de la place. Et donc, Un petit ça. chevalet pour le regarder? Limite. Non, mais bon, l'impression est sublime. Effectivement, ça fait écho à son livre Snior, qui a été un carton, qui a été un superbe objet aussi, hein, Snior qui veut dire neige en islandais, qui était déjà en format à l'italienne. Et puis il y a d'autres livres qu'il a commis. Il avait publié, enfin, il avait fait Météore, et puis un livre assez original qui s'appelle New York in Black, un petit livre, en fait, qui résulte d'une vision nocturne de la cité américaine, qui a été victime d'une coupure d'électricité générale suite au passage d'un ouragan, Sandy. C'était dans la nuit du 29 au 30 octobre 2012, donc c'était il y a 10 ans. Et cette résonance, donc c'est des images très rares, voir comme ça la cité qui ne dort jamais, plongée absolument dans le noir, c'est des images vraiment étonnantes. Et la résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui et les menaces de coupure d'électricité est assez intéressante. Bon, finalement, dans ce projet, enfin dans cette démarche, dans cette approche, bon, il y a du repérage, il y a la notion d'attente, bon, il y a une approche un peu naturaliste, il le dit du bout des lèvres. C'est des paramètres un peu communs avec la photo animalière, Vincent? Oui, tout à fait, mais en fait, tout est lié, en fait, là, que ça soit de la photographie animalière ou de la photographie, voilà, d'orage ou vraiment peu importe ce que l'on fait en termes de photos, finalement,
le chemin, je dirais, est quasiment le même. Toi, ça t'arrive de te concentrer sur des paysages au-delà de la faune que tu attends ou que tu observes? Oui, on va dire, ça m'arrive avec les yeux, pas avec l'appareil photo, mais c'est vrai qu'on contemple énormément ces paysages et notamment ces ambiances, en fait, qui viennent, alimenter un paysage et c'est ces ambiances qui viennent vraiment, voilà, donner, ce coup d'éclat et ce moment qui est descriptible et ça nous régénère, on va dire ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir fait découvrir ce photographe et ce projet au cours de cette story.